Jean Cocteau, l'unique à animer la vie artistique de toute une partie du XXe siècle. C'est sous sa caméra, sa plume, son crayon que s'est écrite une grande partie de l'histoire de notre pays. Génie pour certains, écrivain superficiel pour d'autres, dans la destinée de cet être solaire apparaissent Édith Piaf, Coco Chanel, Jean Genet, Colette, François Truffaut et Jean Marais. Mais aussi les étoiles du music-hall comme Charles Trenet, Charles Aznavour ou Gilbert Bécaud. Jean Cocteau incarne l'érudit que rien ne limite, même les mystères des mondes invisibles. Que ce soit l'amitié, l'amour, la religion, l'opium, le désespoir ou la gloire, tout n'est que poésie et compose les constellations du prince. Jean Cocteau est déjà très célèbre en 1937. Beaucoup de ses pièces ont été jouées, beaucoup de ses livres ont été publiés, donc il fait partie du tout Paris. Et il a dans l'idée de monter une nouvelle pièce, Édipe Roi. Et on lui propose d'auditionner de jeunes comédiens. Et ça se passe au studio Wacker, pas très loin de Clichy, où il arrive, tous ces comédiens sont préparés pour passer cette audition qui pour eux est énorme, parce que si tout d'un coup on peut jouer dans une pièce de Cocteau, c'est formidable. Il assiste à plusieurs prestations et puis tout d'un coup il voit arriver un homme absolument extraordinairement beau, d'une beauté solaire qui correspond à son idéal masculin, à tout ce qu'il dessinait jusque-là. Ce genre de silhouette qui rappelle les statues antiques, ce profil très découpé, enfin, vraiment quelque chose qui lui est totalement familier. Et là, il est quand même très déstabilisé. Et en fait, ce jeune comédien s'appelle Jean Marais, il est totalement débutant, il est très jeune. Et Cocteau le prend pour jouer le chœur dans Édipe Roi. Ce que Marais va faire, il va se faire d'autant plus remarquer que Coco Chanel l'a habillé de bandelettes incroyables. Donc, comme il est d'une beauté absolument spectaculaire, toutes ces bandelettes font qu'on ne voit que lui sur scène. Et puis Cocteau disparaît, il va dans le Midi et il revient au bout d'un certain temps. Il fait signe à Jean Marais, il lui dit « Écoutez, venez me voir ». Et Jean Marais arrive à l'hôtel de Castille et il y avait Albrand qui était au chevet de Cocteau et Cocteau était dans son peignoir éponge comme il l'est habituellement, le regard très noyé d'opium et il lit à Jean Marais le premier acte d'une nouvelle pièce, Les Chevaliers de la Table Ronde, en lui disant « Il y aura peut-être un rôle pour vous ». Et il lui dit « Mais j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer ». « Ah bon ?» dit Marais, « Voilà, je suis amoureux de vous ». Et Marais a raconté plus tard qu'il était jeune, qu'il voulait arriver, il a répondu « Moi aussi ». Et c'est là-dessus que cette relation s'est installée, sur un mensonge tout de même, mais un mensonge qui s'est vite transformé, parce qu'au fond, c'est vrai que Marais n'a jamais été fou d'amour pour Cocteau au sens du coup de foudre, mais ils ont partagé quelque chose de beaucoup plus important. À cette époque, j'étais jeune et j'avais envie de vivre. Évidemment, peut-être ce côté aimant le bonheur, aimant la vie et aimant la chance, n'acceptant pas le malheur, n'acceptant pas l'échec, que peut-être j'ai aidé Jean Cocteau dans ce sens, que je lui ai montré que il avait tout pour être heureux, parce que Jean, comme tout poète, le malheur aime les poètes, et le poète aime le malheur. Et Jean, comme tout poète, était attiré vers le malheur. Donc la guerre éclate. Et là, pour Cocteau, c'est un grand bouleversement. Et à la fois, lui qui lit beaucoup de Nietzsche, qui croit dans le retour du même, il y voit en fait une nouvelle version de la Première Guerre mondiale. Et il y voit une occasion, l'occasion d'être un Apollinaire pour la jeunesse de cette époque-là. Donc il va écrire des appels à la jeunesse dans la presse, en espérant inviter ces jeunes à établir une nouvelle avant-garde. Mais il va vite s'essouffler quand il va voir finalement l'ampleur du conflit et quand il va voir surtout l'idéologie nazie qui arrive et que l'occupation s'annonce.
voilà, les préoccupations ne sont plus les mêmes. Il va falloir penser à s'adapter à ce nouveau régime. Il faut quand même rappeler que Cocteau donc, est un artiste homosexuel, ce qui n'est pas du goût, bien entendu, du régime nazi. En plus, à bien des égards, un artiste dégénéré, puisque bon, il a des amis juifs, Max Jacob, donc il s'était affiché avec Al Brown, donc clairement, il y a danger, finalement, pour Cocteau. Finalement, Cocteau est entre deux forces. Il a tout ce qu'il pourrait désirer pour être un écrivain collaborateur. C'est un écrivain installé qui n'a pas intérêt à prendre le maquis, qui a déjà une certaine réputation. Donc du coup, il avait tout ce qu'il fallait pour passer collaborationniste, mais il ne va pas le faire. Aussi parce que il est habitué à avoir des amis de tous bords. Il n'est pas du tout réac et en tout cas pas du tout raciste. Donc du coup, il n'a pas cette partie de l'idéologie, donc il adhérera jamais à l'idéologie. D'un autre côté, tous ses amis qui vont être résistants vont le voir d'un œil un petit peu méfiant, parce que cet homme qui est quand même aisé, qui va encore dans des salons, qui connaît des gens bien placés, qui arrive à faire jouer ses pièces, c'est aussi suspect. Donc du coup, notamment quand il fait l'appel à Brecker, le salut à Brecker, on va avoir une lettre de Paul Éluard qui va lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais ? On ne comprend pas, fais attention. » Ce qu'on peut lui reprocher, et à juste titre, c'est d'avoir assisté au vernissage de l'exposition d'Arnaud Brecker, le sculpteur favori d'Hitler. Alors, il faut vraiment mettre une parenthèse à ça. C'est-à-dire qu'Arnaud Brecker, Cocteau et tout le monde, Picasso, etc., l'avaient connu en 1920 à Montparnasse, où il faisait partie de toute cette bande d'artistes. Donc c'était un de leurs amis. La grande erreur de Cocteau, c'est que quand la France est occupée, on doit oublier ses amitiés d'antan, même si Arnaud Brecker avait été formidable à l'époque. Il ne l'a pas fait. Ça, on peut vraiment le lui reprocher, et non seulement d'être allé au vernissage, mais d'avoir écrit un article après, là-dessus. En juin 1940, l'armistice est signé. Maret est démobilisé et rejoint Cocteau. Travaillant essentiellement pour le théâtre et le cinéma, il fait de Jean Marais la vedette la plus encensée de ces années sombres. Toute une partie de l'œuvre de Cocteau va être une mise en valeur, un piédestal pour Jean Marais. Alors pas juste pour l'homme, mais aussi parce que en fait, cet homme est le reflet absolu de l'esthétique de Cocteau. Marais lui apportait une fougue, un physique. C'était un peu l'esprit et le physique, et il lui apportait un physique qui pouvait porter quelque chose de plus populaire. Il était très très populaire. Jean Marais, c'était vraiment une star aimée du grand public. Et le fait d'être associé à Cocteau faisait que Cocteau devenait plus populaire aussi. Les Parents terribles, qui est ma pièce préférée de Cocteau, qu'ils ont créée ensemble. Et c'est vrai que cette pièce, c'est une pièce populaire. Jean Genet, un jour, m'a reproché d'avoir été responsable, par exemple, que Jean Cocteau ait écrit Les Parents terribles. Il trouvait que Jean Cocteau était fait pour rester secret et que Les Parents terribles le portaient vers le grand public. Et il m'a dit, tu fais du mal à Jean parce que tu es responsable qu'il écrive des pièces, une pièce comme celle-ci qui est une pièce de grand public. Mais ça m'a beaucoup impressionné et j'ai eu peur qu'il ait raison, mais finalement, je trouve qu'il y a autant de secrets dans Les Parents terribles que dans ses poèmes les plus secrets. Cocteau avait porte ouverte pour toute personne qui voulait vraiment venir chez lui. Après, je pense qu'il avait un tri quand même sur qui il invitait. Pierre Barillet, par exemple, qui était aussi tout le temps dans les salons Cocteau, qui le voyait régulièrement, qui était un jeune auteur à qui il a vraiment aidé à ses premières pièces, en l'écoutant, en le conseillant. Et Barillet, aujourd'hui, en parle avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup d'admiration. Le grand déclic, ça a été sa pièce Les Parents terribles. On me laissait beaucoup aller au théâtre, mais ça, non, on trouvait que c'est une pièce qui n'était pas de mon âge. Donc, j'y suis allé en cachette.
J'étais enivré, c'était pour moi absolument un autre monde, d'autres familles. Enfin, tout était réinventé, tout était le monde dans lequel je souhaitais vivre et m'intégrer. C'était porte ouverte. Vous savez, c'était voilà, on sonnait, il était là, il était formidablement généreux. Moi, j'écrivais comme un malade, j'importais mes manuscrits et il m'a donné beaucoup de conseils dans les pièces que je lui ai fait lire, mais qui n'ont pas été jouées. C'est un principe que j'ai toujours suivi. Quand il a dit, quand tu écris une pièce, tu ne commences surtout pas par le début, tu connais la fin. Et alors après ça, Cocteau, eh bien, je ne l'ai pas revu. Le temps a passé vite. Je l'ai revu, alors en 45. En plus de tout ce que la période amène à toute la population, Jean Cocteau va connaître très intimement, on pourrait parler d'un long couloir noir, parce qu'il va perdre consécutivement sa mère. Alors la mère de Jean Cocteau, c'est quand même quelqu'un, il avait un rapport avec elle, enfin, je crois que, je ne sais plus si c'était lui ou elle qui se décrivait comme le petit mari tout de même. Donc il avait un rapport presque oedipien quand même à sa mère, et extrêmement fort. Mais il va perdre aussi 2 de ses anciens amants, et dans quelles conditions? Marcel Quille et Jean Desbordes. Il faut quand même dire un mot de la mémoire de Jean Desbordes, qui a été un très grand résistant, et qui est mort sous la torture allemande en ne livrant aucun nom, enfin qui est mort en héros, il faut le rappeler. Et puis, pour finir cette série, le doux Mac Jacob, qui lui aussi est mort dans des conditions terribles, parce que ce poète de confession juive à l'origine, qui s'était converti au catholicisme, il a été arrêté comme juif, bien que s'étant converti, envoyé à Drancy. Cocteau va remuer ciel et terre, vraiment, va essayer donc de faire passer une pétition, va faire jouer tous ses contacts. Il apprend la mort de Mac Jacob 10 jours après sa mort effective, au moment où il pensait déjà pouvoir le libérer. Donc en fait, il meurt, il attrape une maladie, il meurt à Drancy, il n'a pas été en camp, il est décédé directement dans le camp d'internement de Drancy. Mac Jacob est mort donc dans des conditions lui aussi abominables. Et c'est finalement, par ces 4 personnes, tout un pan de la vie de Cocteau qui disparaît. Sa jeunesse, voilà. Et c'est vrai que l'après-guerre sera assez difficile pour Cocteau. Mais en même temps, c'est une période où même si ses amis qu'il disait marqués par l'étoile noire, c'est-à-dire marqués par la fatalité, disparaissent, il ne baisse jamais les bras. C'est-à-dire qu'il continue d'écrire, il écrit des pièces, il écrit Renaud et Armide, il écrit des choses absolument extraordinaires. Il va penser que pour sortir les gens de toute cette atmosphère délétère et horrible, il faut les faire rêver. Donc il va penser, comme il l'a fait pour Orphée et Eurydice, il va penser à d'autres très grands mythes. Et il va penser à Tristan et Iseult. Il va écrire le scénario qui s'appelle du film de l'Éternel Retour, et où il va, là encore, moderniser le roman celtique et en faire des héros modernes. Ils vont s'appeler, Tristan va s'appeler Patrice et Iseult va s'appeler Nathalie. Est-ce que c'est un hommage à Nathalie Palais? Peut-être. En tous les cas, c'est un film qui va vraiment faire de Jean Marais, qui avait déjà connu un succès formidable au théâtre avec Les Parents Terribles, mais ça va faire de Jean Marais une véritable star. Autre star, c'est sous l'Occupation que Jean Cocteau fait la connaissance d'Édith Piaf. Ils resteront proches, sans se douter alors que leurs destins seront liés à jamais. L'intérêt de Cocteau pour Piaf, il est tout à fait illustratif de l'ouverture d'esprit général de Cocteau. On a parlé à ses débuts d'un Cocteau mondain lié à des très grands noms de l'aristocratie française, qui s'est illustré dans la littérature, etc. La chanson n'a pas le même statut au regard de la création. Il y a parfois une condescendance des littérateurs pour la chanson. Cocteau n'avait pas ce genre de préjugés concernant la chanson. Donc, comme il avait un esprit ouvert, et que Piaf, elle apparaît comme une des plus grandes chanteuses réalistes dans la tradition de Fréhel, par exemple, du XXe siècle, il s'est nécessairement intéressé à elle. Et Cocteau a réussi, comme toujours, à utiliser les qualités d'une femme comme Piaf, par exemple, dans ce monologue extraordinaire, et là aussi, quelle œuvre originale, que Le Bel Indifférent, cette espèce de monologue où elle apprend par téléphone qu'elle est quittée en réalité, mais ça c'est une idée de génie en 1940, je crois, d'avoir utilisé Piaf pour cela. On pourrait s'étonner
que Cocteau, l'homme de la haute bourgeoisie, l'homme fréquentant le grand monde, fréquente quelqu'un comme Édith Piaf. Il faut savoir que Édith Piaf, aujourd'hui, évidemment, elle appartient, c'est un mythe de la culture française. Elle a eu des débuts très difficiles, elle vient d'un milieu familial assez difficile, etc. Donc, si vous voulez, on ne voit pas où est le point nodal. Et là où je crois qu'il y a aussi une rencontre entre Cocteau et Piaf, c'est que Cocteau, par son homosexualité, son ouverture à l'avant-garde, Piaf, qui avait peut-être un peu vécu de ses charmes, qui avait fréquenté quelques marlous, c'est quand même connu. En tous les cas, je suis sûr que ce qu'on pourrait qualifier comme leur expérience hors des sentiers battus de la vie était un point nodal dans leur relation. Cocteau, vilipendé par la presse pétainiste, est désormais soupçonné de collaboration avec l'ennemi. En novembre 1944, il passe devant le comité de libération du cinéma et devant le comité d'épuration des écrivains. Éluard et Aragon prennent résolument sa défense, même si son salut à Brecker a terni son image. Il va arriver et on va lui dire et Arnaud Brecker dans tout ça. Et donc, quand on lit le journal, Cocteau explique qu'il a répondu à son jury. Mais Arnaud Brecker, c'est tout simple, il est en train de faire le buste de Delattre de Tassigny. D'après Cocteau, le jury médusé va le blanchir et il va sortir de là. Sauf que quand on lit les mémoires d'Arnaud Brecker nous raconte cette histoire. Il nous dit, mais je n'ai jamais fait de buste de Delattre de Tassigny. Cocteau a inventé cette histoire et en vient même à croire ce qu'il a raconté. Alors, un côté qui montre l'adaptation de Cocteau, qui a toujours le dernier mot et qui sait se sortir de toutes les situations, et aussi un côté attachant, puisque Cocteau a tendance à embellir la réalité, mais presque de bonne foi, puisqu'il y croit dur comme fer, finalement, à ce qu'il nous raconte. Donc, du coup, Cocteau sort blanchi. Et ensuite, sorti de la guerre, il va se dire qu'il faut continuer à faire rêver les gens. Et comment? Eh bien, en leur racontant un conte de fées. Et c'est là où il va se demander si La Belle et la Bête qu'il a lu dans son enfance, eh bien, si La Belle et la Bête pourrait être intéressante au cinéma. Il faut trouver un producteur, c'est pas facile. De toute façon, il veut donner le rôle à Jean Marais parce qu'il est très agacé finalement que Jean Marais n'est qu'une figure de jeune premier. Donc, il se dit qu'en lui donnant le personnage, certes, du prince jeune premier, mais de la bête qui n'en est pas un du tout, ça va corriger cette image. Donc, il a ça en tête. Et Cocteau avait, depuis des années, un très grand complice en la personne du décorateur Christian Bérard. Donc, bien évidemment, pour lui, La Belle et la Bête, ça ne pouvait être que Christian Bérard qui ferait les décors et les costumes. Alors, la rencontre avec Christian Bérard, c'est quand même sur des choses assez mythiques, puisque c'est La Belle et la Bête, c'est l'Aigle à deux têtes, c'est Les Enfants terribles. Et Christian Bérard, c'est un personnage qui est mort très jeune, dans un état, limite un clochard, dans l'opposé de Cocteau. Vraiment, Cocteau qui était si dandy, si fin, et l'autre était large et buvait, était vraiment dans un sale état tout le temps. Et je sais que ça fait partie de ces amitiés de travail qui ont vraiment donné le style Cocteau. Parce que le style Cocteau, il n'est pas uniquement Cocteau, il est bien évidemment toutes les personnes qui l'ont et inspiré et suivi et avec qui il a fait un bout de chemin. C'est vrai que le bout de chemin avec Bérard, il est riche. On est après la guerre et Cocteau a décidé d'offrir du merveilleux. On a besoin de se remettre de la tragédie qu'on vient de vivre. Donc il veut offrir du merveilleux et c'est vrai que ça aussi c'est une constante chez Cocteau. C'est d'offrir des fées, d'offrir quelque chose de féerique. Et ce tournage de La Belle et la Bête, il est à la fois épique parce qu'il va se produire une série de catastrophes sur le tournage qui vont de la petite catastrophe à la grosse. Par exemple, vous avez une des comédiennes qui a eu un accident avec un cheval et Cocteau lui-même était toujours en difficulté physique sur ce tournage. Il avait des problèmes de santé. C'était l'après-guerre, donc il y avait des grèves d'électricité, des pannes, tout était compliqué. Les pellicules arrivaient détruites ou abîmées des laboratoires. Et malgré tout ça, ce film est sorti comme un miracle. Comme par hasard, après avoir tourné un conte de fées, il trouve une maison de conte de fées, magnifique, habillée sur les douves, avec un château en contrefond, enfin quelque chose de ravissant. Et comme Jean Marais avait un succès énorme, il y avait des jeunes filles qui n'arrêtaient pas de hurler sous les balcons, qui l'attendaient à la porte à Paris, etc. Et Jean Cocteau ne pouvait plus écrire. C'est pour ça qu'il a acheté aussi Milly-la-Forêt, c'est pour essayer de trouver le calme. Et il était au Palais Royal, il va voir
une exposition pas très loin dans une galerie et c'est là qu'il rencontre Édouard Hermite, qui est jeune, qui travaille dans les mines en Lorraine et qui aime la peinture, qui était venu à Paris pour voir des musées, pour s'acheter peut-être un peu de matériel de peinture. Édouard Hermite est extrêmement beau, extrêmement agréable, d'une grande gentillesse, très sensible. Et Cocteau lui propose de devenir être jardinier à Milly-la-Forêt dans sa maison. C'est comme ça que ça commence. Et Édouard Hermite rentre dans la vie de Cocteau en 1947. Édouard Hermite rentre d'autant plus facilement dans la vie de Cocteau avec l'accord de Jean Marais que Jean Marais a sa propre vie depuis des années et des années. Jean Marais est beaucoup plus jeune que Cocteau. Il a vraiment une vie avec les hommes qu'il veut. Et on revient toujours à cette idée, pour ne pas être abandonné, Jean Cocteau fait une sorte de famille avec les amis ou compagnons de Jean Marais. Jean Marais, là aussi, va trouver un rôle peu à peu de fils, mais en même temps, il est certainement la personne à laquelle Cocteau est le plus attaché. Ils sont liés par beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est toujours la même histoire. On ne veut pas être abandonné, on transpose la relation, et Marais vit sa vie depuis des années dans sa plus grande liberté. Mais il ne veut pas non plus laisser Cocteau seul. C'est-à-dire qu'il y a une vraie affection, une affection qui est, inaltérable. Dans la constellation du prince, cette relation restera au firmament. Au début des années 50, Édouard Hermite, que l'on surnomme Doudou, est fidèlement à ses côtés. C'est de son ami de toujours, François Mauriac, que viendront les coups bas. L'amitié de Mauriac et de Cocteau, c'est un sujet un peu à la mode. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, Mauriac a eu l'image d'un écrivain agnostique, traversé par des préoccupations religieuses, un père de famille nombreuse, un bourgeois, tout en critiquant d'ailleurs quand même beaucoup la bourgeoisie, surtout bordelaise. Ce ne sont pas du tout des auteurs que j'associe. Vous connaissez l'œuvre de Mauriac, ce n'est pas une œuvre très, très fantaisiste, pas une œuvre très novatrice. Je veux dire, c'est un tenant du grand roman français classique. Autre chose qui les oppose et qui compte beaucoup chez Mauriac, Mauriac a toujours vécu avec le complexe du provincial à Paris. Ça l'a taraudé jusqu'au dernier souffle. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte de cette opposition Paris-province. Mais dans le temps, c'était comme un cachet d'infamie, une espèce de complexe d'infériorité de venir de la province. Et Mauriac, avec son Bordelais natal, a trimballé ça un peu toute sa vie. Cocteau, c'est l'homme de Paris, c'est le Parisien par excellence. Et Mauriac lui a dit que quelque part, il n'arrivait pas à le suivre. Je crois que c'est l'expression qu'il emploie dans une des lettres. Puis vous savez qu'aujourd'hui, on a révélé l'homosexualité douloureusement et toujours cachée de Mauriac. Il est même fortement probable que Cocteau et Mauriac aient entretenu une relation amoureuse. Je crois qu'on a trouvé dans l'abondante correspondance de Mauriac des lettres enflammées à propos de Cocteau. Mauriac a été cruel avec Cocteau. Cruel. Il était cruel, Mauriac, vraiment. Ça, je me souviens d'avoir assisté à la Générale de Bacchus. Vous savez, à cette époque, tous les académiciens avaient les premiers rangs des théâtres, des grands théâtres, des théâtres nationaux, et tout ça. Bon. Et au moment du rideau final de Bacchus, on commence à applaudir. M. Mauriac, qui était au 3e rang, se lève, pas un applaudissement, et dérange tout le rang, fait lever tous les académiciens sur son rang pour sortir. Va s'en suivre une querelle dans la presse et Cocteau va vraiment ressortir fatigué, écœuré. Et donc ce Bacchus, c'est la dernière pièce de théâtre de Cocteau qui va se retirer, se replier vers d'autres activités, va aller donc dans le sud de la France, va s'adonner à poterie, céramique, les fresques. Il va vraiment changer, il est écœuré du monde du théâtre et il veut arrêter. Une fois de plus, c'est dans le milieu mondain que le poète peut révéler son talent. Comme pour son ami Chanel, il apprécie au plus haut point la distinction, l'élégance, l'originalité de Madame Francine Weisweller. Cette amie joue le rôle de mécène, d'inspiratrice et favorisera son élection à l'Académie française. Et quand Cocteau a vu ma mère, qui était très belle à l'époque, il y a eu vraiment, je crois, un coup de foudre d'amitié entre ces deux personnages. Et après donc le montage des Enfants terribles, maman a proposé
à Jean Cocteau de venir passer une petite semaine de vacances, si je puis dire, parce qu'il ne prenait jamais de vacances, mais de repos, dans sa maison du Cap Ferrat. Donc, quand Cocteau est arrivé, il n'y avait pas de tableau sur les murs. Ça faisait 2-3 ans que mes parents l'avaient. On y passait juste 1 ou 2 mois l'été. Quand Cocteau a vu ces murs blancs, il était impressionné. Il a dit à ma mère, au bout de quelques jours, « Est-ce que ça vous ennuierait, Francine, que je prenne un fusain et que je fasse juste un dessin au-dessus de la cheminée ?» De fil en aiguille, il a tatoué de fresques tous les murs de la maison. J'étais venu passer quelques jours chez Madame Besveller et ces quelques jours ont été finalement 8 années. Matisse m'avait dit, si vous faites un mur, vous en ferez d'autres. Et Jean Cocteau a transformé cette demeure amie en un véritable musée entièrement consacré à son art. Il a, comme il le dit lui-même, tatoué des caves au grenier la peau de la maison. Et en la visitant, je n'ai pu m'empêcher d'envier ceux à qui le ciel semble avoir donné tous les talents. Bien qu'il se soit retiré dans le Midi, Jean Cocteau est toujours l'amoureux de Paris qu'il fut au temps de sa jeunesse. J'ai réussi à le surprendre lors d'un de ses brefs séjours dans la capitale. Jean Cocteau est resté fidèle à son cher palais royal. J'ai eu la chance d'interviewer Lucien Clergue à propos de Cocteau. Lucien Clergue, c'est un des plus grands photographes du monde. C'est quelqu'un, par exemple, qui a imposé la photographie comme une matière universitaire en réalisant lui-même une thèse qui n'était composée que de photos. Et Lucien Clergue a photographié Cocteau dans diverses conditions. Il a été, par exemple, je crois, le photographe plateau du dernier film de Cocteau, Le Testament d'Orphée. Et évidemment, en tant qu'étudiant, débutant dans un art qui n'était pas toujours considéré comme un art, même pas comme une matière universitaire, il y a toujours des fois des difficultés. La vie d'un étudiant, ce n'est pas toujours facile. Et il me racontait que Cocteau l'avait aidé plusieurs fois financièrement et qu'il était allé, je crois, rue Montancier exactement, où Cocteau avait ce tout petit 2 pièces, et que quand on arrivait là, l'escalier était rempli d'impétrants, rempli de quémandeurs, et qu'à chacun, Cocteau donnait quelque chose. À l'un, il lui faisait une dédicace qui allait permettre de lancer son livre. À l'autre, il lui donnait de l'argent, ce qui allait lui permettre de manger ou de boucler un mois. À un autre, il faisait un dessin parce qu'il se trouve que c'était un admirateur des dessins de Cocteau. Et il m'a dit que Cocteau, c'était vraiment quelqu'un, quand il lui pensait, les bras ouverts. Voilà, la générosité. De toutes les valeurs qu'il a défendues, l'amitié tient pour Jean Cocteau la première place. Devant le tribunal correctionnel, lorsque Jean Genet comparaît pour vol, le témoignage de Cocteau le sauve d'une peine à perpétuité et lance sa carrière, dont l'œuvre scandaleuse circulait sous le manteau. Toujours participant de cette extraordinaire ouverture aux autres de Jean Cocteau, on pourrait parler de sa relation à Jean Genet. Bon, alors, évidemment, tout de suite, on pourrait penser que le lien se fait par l'homosexualité. Si on aborde ce sujet, c'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas du tout la même façon de l'aborder. Jean Cocteau a bien vécu son homosexualité, l'a évoqué en termes quand même élégants, littéraires, dans le Livre blanc, mais on ne peut pas dire que Cocteau est un militant de la cause homosexuelle. Ça n'a même pas vraiment de sens à l'époque de Jean Cocteau. Et pourtant, il a été extrêmement sensible, cette fois-ci, au militantisme de Jean Genet, parce qu'alors là, pour le coup, Jean Genet, c'est quand même un personnage archi-subversif, qui est à mi-chemin entre l'auteur de littérature, mais aussi le délinquant. Il a quand même passé pas mal de temps en prison pour avoir volé. Et Cocteau l'a beaucoup aidé dans sa carrière. Et je ne sais pas si on connaît très bien ce détail, mais un des livres les plus célèbres de Jean Genet, qui s'appelle donc Querelle de Brest, et qui raconte des amours homosexuels dans un milieu de marins, à Brest, comme le nom l'indique, eh bien c'est Cocteau qui en avait assuré le dessin de la couverture. Et à l'époque où il écrivait, ça ne faisait pas très chic de fréquenter Jean Genet. Mais ça, c'est des considérations dans lesquelles ne rentrait pas Jean Cocteau. Et tous les gens que j'ai connus, c'est lui qui m'a présenté à eux. S'il y avait un projet possible, un jour, je me souviens, Claude Audan-Lara voulait
travailler un film avec lui, et ils devaient déjeuner au Grand Véfour ensemble. Cocteau n'avait pas envie de le faire, il a essayé de me caser, il m'a amené au déjeuner. C'était les après-midi, Colette revenait, Dieu sait d'où, je ne sais, en tout cas, elle s'arrêtait, elle montait chez Cocteau. Et alors on entendait sa voix, la rocarieuse. « Ah, je viens prendre les nouvelles à Radio Cocteau. » Parce que tous les potins passaient par là. Parce qu'il voyait énormément de monde, des gens de théâtre, des gens... Ça, c'était très potinier, très. Jean Cocteau a connu Colette au début du XXe siècle, quand elle était encore la femme de Willy et qu'elle patinait avec Polaire au Palais des Glaces. Et à ce moment-là, lui était très jeune, Colette était plus âgée que lui. Ils ne se sont jamais vraiment perdus de vue. Mais là où ils se sont véritablement retrouvés, c'est dans les années 50, quand ils habitaient tous les deux les jardins du Palais Royal, qui étaient à quelques mètres l'un de l'autre. Ils se rencontraient au Grand Véfour, le restaurant repris par Raymond Oliver, où tout le monde allait. Colette avait sa table, Jean Cocteau avait la sienne. Les recettes ont été rassemblées dans un livre publié par Raymond Oliver et Cocteau qui s'appelait « Recettes pour un ami ». Enfin, il y avait toute cette atmosphère et c'est vrai que Colette les recevait. Elle pouvait beaucoup moins bouger à la fin de sa vie. Elle était assez impotente sur son lit et Cocteau et Jean Marat allaient régulièrement la voir. Ils faisaient aussi, on les interviewait souvent à la radio ensemble. Enfin voilà, ils ont été très liés. Ils se retrouvaient dans les jardins où elle prenait le soleil. Et puis, il lui a succédé à l'Académie royale de Belgique. Il a occupé le fauteuil de Colette, qui elle-même avait occupé le fauteuil d'Anna Noailles. Vous voyez, ça a été une succession comme ça d'amitié. Jean Cocteau est élu le 11 janvier 1955 à l'Académie royale de Belgique, dans le fauteuil de son amie Colette, qui vient de décéder. 20 jours plus tard, il entre à l'Académie française. Sous la fameuse coupole, la vieille dame du Quai Conti a accueilli l'enfant terrible des lettres. Avec monsieur André Mauroy, le tout Paris littéraire et artistique et le tout Paris proprement dit, Marcel Pagnol, Jean-Gabriel Domergue, Duhamel, Arletty, Jean Marais, les reines Élisabeth de Belgique et Marie-Josée d'Italie étaient présents à ce lever de rideau sensationnel. Et c'est au milieu de la pompe la plus officielle que Jean Cocteau, le poète le moins conformiste, mais en habit vert et l'épée au côté, a fait son entrée dans cette vénérable compagnie dont les plus beaux esprits n'ont pas cessé de faire le procès depuis sa création jusqu'au moment d'en être. Jean Cocteau, vous avez passé votre vie et votre œuvre à être anticonformiste. Comment pouvez-vous être aujourd'hui de l'Académie française? Eh bien, parce que je suis anticonformiste au point d'être contre le conformisme anti-académique. C'est le plus répandu de tous, n'est-ce pas? Les gens m'ont toujours dit, vous ne devez pas être à l'Académie, pourquoi allez-vous à l'Académie, qu'est-ce que vous ferez à l'Académie, c'est une vieille dame. Cela m'a donné extrêmement envie de m'y rendre. D'autant plus que l'esprit de création est la plus haute forme de l'esprit de contradiction. Vous savez que quand on crée, on contredit quelque chose, on s'oppose. On s'oppose forcément à une force pour en y substituer une autre. Eh bien, je ne sais pas si j'ai l'esprit de création, mais j'ai l'esprit de contradiction. Imaginez un académicien français de nos jours qui vous dise « Moi, le roman policier, c'est ma came ». Vous disiez « Bizarre ». Eh bien, Cocteau, c'était ça. Cocteau adorait lire des romans policiers, des romans d'espionnage, des romans de science-fiction. Il disait « Moi, le soir, un bon policier ou un bon livre d'espionnage, et c'est bon, je passe ma soirée ». C'est quelque chose, on ne s'en rend pas compte, mais cet homme était anticonformiste au possible. Il faut se replonger à l'époque. À l'époque, lire un roman policier, c'est pas comme maintenant. À l'époque, c'était de la littérature de deuxième ou troisième zone. Et lui prenait plaisir. Alors, il prenait tellement plaisir qu'il a rencontré Simenon, le créateur du Commissaire Maigret. Il était en contact avec énormément d'écrivains de littérature populaire et il n'en avait aucune honte. Et quand vous savez que ce type-là, quand même, côtoyait Mauriac, Gide, les plus grands noms de la littérature, que lui-même maîtrisait la langue française à la perfection, eh bien, lui, tout d'un coup, il se plongeait dans un bon polar et ça l'embarquait dans un univers. Et je pense que ce qu'il séduisait dans le polar, c'est que tout d'un coup, ça lui ouvrait la porte d'autres univers, ce qu'il faisait lui-même, mais sans a priori. C'est pour ça que c'est un esprit moderne, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il ne rejette pas les valeurs classiques, mais il s'ouvre. C'est quelqu'un qui est ouvert à tous et à tous les arts. Donc on évoquait à travers Édith Piaf son goût pour la chanson, mais il avait commencé d'ailleurs plutôt pour le music-hall. Il connaissait la carrière de Joséphine Baker depuis le début,
puisqu'il a assisté à sa naissance sur la scène française, et cette naissance qui va la propulser dans le monde entier et jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, concernant la chanson, on peut dire qu'il a été aussi attentif à des chanteurs comme Charles Trenet, dès les années 30, évidemment. Il a dit d'ailleurs que pour lui, Charles Trenet était aussi un poète. Et ça montre son goût pour la chanson, son intérêt pour cet art populaire. Et ce goût, il s'est souvent manifesté, effectivement, par des dédicaces, par des articles. Mais aussi par sa présence au moment de leur premier passage sur scène. Cocteau viendra à l'Olympia pour applaudir Monsieur 100 000 volts. Une chanson n'est bonne que lorsqu'elle court la rue, que le public la connaît par cœur, écrira-t-il. Ce sera le cas de la chanson de Gilbert Bécaud, en hommage au poète. Aznavour parlait du fait que Cocteau lui avait donné le goût de la lecture. Il ne connaissait pas vraiment la lecture, il n'avait pas vraiment lu. Et Cocteau lui avait donné 10 bouquins à lire, des classiques, des choses remarquables. Et que du coup, il n'a jamais perdu ce goût-là. Il a commencé à lire grâce à Cocteau. Et il avait dit cette jolie chose aussi sur Aznavour. Il avait dit qu'avant Aznavour, le désespoir était impopulaire et qu'il avait mis le désespoir en haut de l'affiche. Ce qui est tellement juste. Il avait le sens de la formule, Cocteau. Vous savez ce qu'il disait sur Marlène Dietrich, son nom commence comme une caresse et finit comme un coup de fouet. C'était quelqu'un qui avait une vie sociale et amicale très intense, une vie artistique intense. Et alors on aurait pu penser qu'à force de toucher à tous les genres, il se dispersait. Je pense que c'est pas du tout le cas. Il a été victime d'une expression, et je pense que ça l'a plombé, le touche-à-tout de génie. Je déteste cette expression, parce que quand on parle touche-à-tout de génie, on a l'impression qu'il fait de la littérature, de la poésie, du cinéma, ça vient naturellement. Mais non, La Belle et la Bête, il a failli laisser sa peau, on l'a embarqué aux urgences. Quand il peignait ses fresques à la Villa Santos au Spire, mais ça a pris des heures et des heures. À chaque fois, il se donnait à fond. C'est pas un touche-à-tout de génie. Je déteste les violons d'Ingres et les travaux faits de la main gauche ou par-dessous la jambe. Pour moi, quand j'exécute un travail, je l'exécute jusqu'au bout, jusqu'au point final. Et on me dit, mais comment êtes-vous arrivé à faire tant d'œuvres différentes? Eh bien, on arrive à faire un travail considérable en ayant l'air de ne pas travailler, puisque Aimé Michel prétend que je suis le plus grand paresseux qu'il a jamais connu et qu'on n'a jamais vu une œuvre aussi énorme et aussi considérable. Par conséquent, il a raison. Souvent, je travaille pour n'avoir pas à travailler le lendemain. Quand j'exécute une tapisserie, ou un pastel, ou un dessin, ou un film, ou un poème comme le Requiem, eh bien, je ne mélange pas les genres. Je ne fais que ce que je suis en train de faire. Et c'est pourquoi il est ridicule de dire que je suis velléitaire, que je me disperse. Ce n'est pas vrai. La poésie peut prendre tous les véhicules pour atteindre son but. Et j'estime que même si je fais des poteries, c'est comme un moine fait de la liqueur, évidemment, puisque on entre en poésie comme on entre en religion. Après la Villa Santos au Spire, il a fait toutes les fresques à l'intérieur de la chapelle de Villefranche. Et c'était extraordinaire. Figurez-vous qu'il m'a même reproduite sur le mur de droite, au-dessus du Christ. Alors pour une petite juive, c'était quand même extraordinaire d'être immortalisée, si je puis dire, dans une chapelle. Jean Cocteau n'a pas pu résister un jour à faire visiter à Charlie Chaplin l'une de ses réalisations. On sait qu'il a décoré de nombreuses chapelles, on peut penser à celle de Milly, évidemment, Saint-Blaise-des-Simples, mais il a aussi décoré la chapelle de Villefranche, chapelle de pêcheurs, et il a fait visiter cette chapelle à Charlie Chaplin. La chapelle Saint-Pierre de Villefranche-sur-Mer, ancienne église romaine, est désormais illustre. Jean Cocteau vient d'écrire sur ses murs un de ses poèmes les plus passionnés, les plus personnels en tout cas. Charlie Chaplin lui-même, entouré de sa famille, est venu admirer les panneaux décoratifs dessinés par Jean Cocteau et que les peintres terminent à peine. Jean Cocteau s'est inspiré des épisodes de la vie de Saint-Pierre. Ne laissant aucun mur vierge, il a donné au cadre architectural particulier de l'église de Villefranche un sentiment d'espace et de grandeur exceptionnel. Il a été pour Charlie Chaplin et sa famille un guide attentionné pour qui chaque détail méritait une explication. Sur l'autel constitué d'une magnifique pierre de la Turbie, le tabernacle a été remplacé par l'ancienne colombe d'or et les deux grands chandeliers à la porte d'entrée respectent ces mots de Saint-Pierre: « Entrez vous-même dans la structure de l'édifice comme étant des pierres vivantes. » Cocteau, c'est un prisme. Vous savez, le prisme, ça capte la lumière naturelle du soleil
et ça le diffracte en arc-en-ciel. On appelle ça un spectre. Eh bien, chaque couleur, c'était une couleur la littérature, la poésie, le spectacle, le théâtre, le cinéma. Et on ne trouve nulle part un artiste aussi talentueux, un créateur aussi talentueux. Et lui, ce qu'il disait, il se voyait souvent comme un passeur. Il dit, ça vient, ça sort de moi comme ça. Et cette palette, ce spectre, mais ça allait jusqu'à même, il allait même faire sur de la publicité, par exemple, qui était considérée à l'époque comme un moyen moderne. Il a participé, on le voyait dans des publicités, mais on le voyait aussi, il s'est intéressé à la physique, il s'est intéressé à l'astrophysique, à l'astronomie. Ça, c'est unique, c'est précieux, c'est l'éclectisme, mais poussé à un niveau qu'on n'a jamais connu. L'éclectisme de Cocteau le désigne inévitablement comme le prince de toutes les soirées mondaines, de tous les galas, comme au Festival de Cannes, dont il sera plusieurs fois président du jury. En 1959, il s'acharne d'ailleurs à faire récompenser les 400 coups de François Truffaut. Truffaut et Cocteau, on va dire une alchimie. À l'époque, Cocteau arrivait au sommet de son art, mais déjà, il avait des problèmes financiers, c'était pas si évident que ça. Et Cocteau a une passion pour le cinéma, pour les jeunes auteurs, pour les jeunes réalisateurs. Il a aidé Truffaut. Il était président du Festival de Cannes et il l'a soutenu. Et quand Truffaut a sorti Les 400 coups, qui a été un succès que l'on connaît, eh bien, Truffaut lui a rendu au centuple, il a aidé à financer le Testament d'Orphée. Sans Truffaut, il n'y aurait jamais eu cette œuvre exceptionnelle, le Testament d'Orphée. Et ça a été l'hommage du disciple au maître, et par la suite, des réalisateurs de la Nouvelle Vague ont rendu hommage à Cocteau à travers son œuvre, en disant que là, il y avait déjà les semences, les prémices de ce qu'on pouvait trouver dans la Nouvelle Vague. On le voit avec Rivette ou des gens comme Godard. Quelle que soit notre sensibilité artistique, selon qu'on soit intéressé par le théâtre, par le dessin, par la littérature, la poésie et même le cinéma, Jean Cocteau peut vous parler, peut vous emmener quelque part dans son univers et dans les messages qui sont les siens. Le poète qui accepte de poursuivre la route à pied jusqu'au bout devient une victime de la société qui l'expulse comme indésirable. Il dérange, il est considéré comme un flâneur contre lequel se cogne une foule, où chacun s'imagine savoir où il va. Il est de l'ordre, en forme de désordre, un aristocrate anarchiste, un empêcheur de danser en rond. Francine Vézélar demande à Jean Cocteau, un an avant la mort de Cocteau, qu'il écrive un article sur un auteur de romans policiers dont il n'appréciait pas forcément la littérature. Et il n'a pas voulu le faire. Et là, ça a occasionné une brouille absolue, à tel point que Francine a demandé à Cocteau et à Dermide de faire leur valise et de s'en aller, ce qu'ils ont fait. Quand ma mère a demandé à Cocteau de partir de la Villa Santo Sospir, pour moi, ça a été pire qu'un divorce. Ça a été une souffrance terrible. J'ai eu du mal, il faut le dire, à lui pardonner. Donc, ça a été le moment des bagages. Il est parti avec Doudou. Il n'avait jamais pu habiter seul, Cocteau, vraiment. Il s'est retrouvé dans cette maison de campagne qu'il n'a jamais vraiment habité, je veux dire, d'une manière durable. Donc, je crois que ça a été un moment extrêmement triste pour Cocteau. Considérant que son amie Francine s'est entichée d'un écrivain mineur, il quitte Santo Sospir. Sa santé s'aggrave et il se retrouve hospitalisé. La peine, la souffrance, la mélancolie s'invitent alors dans la constellation du prince. Cocteau, c'est plusieurs vies en une seule. Dans les dernières années de la sienne, on sollicite sans cesse sa plume dans les journaux, sa voix sur les radios, son image à la télévision. En fait, Cocteau n'est plus l'artiste, n'est plus le créateur à l'avant-garde, mais celui qui a connu quelqu'un. Donc, vous avez connu Proust, expliquez-nous, Colette, ou vous connaissez Chanel. Et donc, en fait, il a l'impression de plus en plus qu'on l'appelle comme quelqu'un qui a vu le siècle, au lieu d'être quelqu'un qui a marqué le siècle. Et donc, je pense qu'il en souffre énormément vers la fin de sa vie. Il considérait que
Il n'était pas célébré à juste titre, qu'on ne se rendait pas compte qu'il était le plus grand poète de son temps. Mais ça, c'est venu avec cette fin de vie. Et je crois vraiment, c'était pas sa nature profonde, c'est pas pour le défendre, mais je crois vraiment qu'il y avait un mauvais mélange de certaines substances. Le traitement qu'il prenait le rendait aussi plus paranoïaque. Il y a aussi tout simplement la fatigue. Il a quand même été opiomane une grande partie de sa vie, donc clairement, vers la fin, c'est un petit peu difficile. Alors, Jean Cocteau voulait toujours que j'appelle quand je partais en voiture. Surtout quand j'étais seule à conduire, qu'il n'y avait pas quelqu'un à côté de moi. Je savais qu'il était déjà fatigué quand même. Et je fais mon numéro et tout à coup j'entends une voix, mais des pleurs au téléphone. Je dis, c'est pas possible, j'ai dû me tromper de numéro. Et puis je refais une deuxième fois, et là je reconnais la voix de Doudou, d'Édouard Dermite. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Jean nous a quittés. Je ne sais pas comment j'ai pris ma voiture et comment j'ai conduit jusqu'à Milly. J'étais dans tous mes états, je ne sais pas comment j'ai fait. Enfin, je suis arrivée à Milly, en effet. Et il était sur son lit de mort. C'était le 11 octobre 1963. Il avait appris la mort d'Édith Piaf quelques heures auparavant. Alors, les gens ont dit, oui, c'est la mort d'Édith Piaf. Bon, il avait des liens d'amitié avec Édith Piaf, certes, mais ça n'est pas la mort d'Édith Piaf qui a occasionné sa propre mort. Il était lui-même extrêmement malade depuis longtemps et il était en sursis. L'enfant terrible de Milly Laforêt ne s'est assagi que dans la mort. Elle l'a frappé très vite, car il avait l'esprit le plus vif du monde. Elle a fixé à jamais cet insaisissable dans le jardin de la chapelle de Saint-Blaise des Simples qu'il avait décoré. Jean Cocteau a dit un jour « Où étions-nous? Où la mort nous replace. J'ai donc de l'éternité une longue habitude. » L'ultime réponse, c'est vraiment ce qu'il a marqué sur sa tombe, puisque donc il est enterré à la chapelle de Saint-Blaise les Simples à Milly-la-Forêt, et sur sa tombe, il y a marqué « Je reste avec vous ». Parce que à sa mort, il sait très bien que tout commence, en fait. Il avait une relation vraiment singulière et passionnante au monde de l'invisible, qui s'exprime bien d'ailleurs dans le mystère de Jean Loiseleur, puisqu'il se dessine dans le miroir, mais il est aussi en train de parler à ses morts. Il est en train de convoquer les défunts et ses amis disparus dans l'au-delà. Il leur demande de lui tendre une main d'ombre. Donc il a cette conscience, en tout cas cette croyance d'une porosité entre le monde des vivants et le monde des morts. Et le miroir, effectivement, est une manière de franchir la ligne invisible. Et je pense que cette épitaphe, « Je reste avec vous », c'est que quelque part, peut-être avait-il conscience que son œuvre, oui, le maintiendrait en vie dans le cœur de ceux qu'il aime. Cocteau est éternel. Et on peut le retrouver, mais n'importe où. Je vous donne un exemple. Allez dans le Nouveau-Mexique, aux États-Unis, dans le Nouveau-Mexique, et allez dans la petite ville de Santa Fe. Eh bien, vous avez un cinéma Jean Cocteau. Et ce cinéma Jean Cocteau, il appartient à qui? Il appartient à George Martin, qui est l'auteur de Game of Thrones, série mondialement connue. Eh bien, George Martin, quand il a acheté ce cinéma, a gardé le nom Jean Cocteau, et le soir de l'inauguration, il a passé 3 films, dont Orphée, le chef-d'œuvre de Jean Cocteau. C'est que je retourne dans le théâtre mystérieux des ondes et des images. Me voilà redevenu gros plomb, quelque chose de pareil à la langue des poètes, qui n'est ni vivante ni morte. Et c'est dans cette belle langue bizarre que je vous avoue aimer le public, aimer qu'il m'aime, et que je vous fais mes adieux. Dans la constellation du Prince passent toutes les comètes que le XXe siècle aura produit de génies, de créateurs et de faussaires. Mais la seule étoile à suivre reste la sienne, celle de la poésie, de l'amitié inconditionnelle et de la liberté d'agir. « Ta personne cache ton œuvre », lui disait Coco Chanel. « C'est une chance. L'œuvre reste à découvrir après moi », répondait-il.